Bonjour, je m'appelle Nathalie et je suis ancienne journaliste russe. Aujourd'hui, on se retrouve au restaurant Coco Champ avec le chef Christophe Poli pour le premier podcast de Success Story avec les commerçants de la région de Liège. Let's go! Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'avoir nous accueillir ici et nous accorder le temps pour répondre à mes questions. Je suis très ravie de vous voir. Ma première question, dans une interview, vous avez dit que vous n'avez pas fait les vraies études en restauration. Non, vous étiez formé directement sur place par les grands chefs, vous les appelez les pairs. Et ma question, comment vous avez eu cette idée d'arrêter comptabilité et vous lancer dans la gastronomie? En fait, c'est très simple. J'ai toujours été attiré par le monde de la cuisine. Donc déjà tout petit gamin, j'aimais bien de faire à manger avec mon grand-père ou chez moi. Voilà, j'avais un petit déguisement de cuisinier. Enfin voilà, c'était marrant. Vrai. Mais c'est jamais passé comme ça dans l'idée de me dire oui, je veux être cuisinier. Donc, mais j'ai toujours eu un rapport et un amour pour la table. Donc pas vraiment pour le geste de cuisinier, pour le fait de la table, déjà très jeune, de ce qui se passe à table. Les rencontres, les discussions, les moments, le plaisir de la gastronomie. Donc c'est un truc qui m'a toujours plu. Mais voilà, je faisais cursus scolaire normal, école secondaire, je faisais la compta. Ça allait bien, mais honnêtement, ça ne me passionnait pas. Et je me suis toujours dit, je ne vais pas passer ma vie derrière un bureau. Et voilà. Moi, mon objectif jeune, c'était de dire, voilà, je veux être entrepreneur, mais je ne savais pas quoi. Je faisais la compta parce que ça m'allait bien, mais sans plus. Et j'ai commencé à travailler comme étudiant à l'hôtellerie de la Poste à Avlanches, restaurant qui a 2 étoiles Michelin. J'y allais comme étudiant, mais pour faire la vaisselle, ranger les broles et voilà. Donc au départ, j'y allais le samedi soir. Ça m'amusait, j'aimais bien l'atmosphère qu'il y avait. Je gagnais un petit peu de sous, je dépensais dans les sorties et tout allait bien. Et puis un jour, le chef m'appelle en me disant « Ah mais est-ce que tu peux venir dimanche midi ?» Je dis « Oui, pas de souci, je viens dimanche midi. » Et là, ma grande surprise, il me dit bah « Non, aujourd'hui tu ne vas pas faire la vaisselle parce qu'il y avait un grand banquet et tu vas nous aider dans la cuisine à faire la petite main. » La quoi. cuisine. J'étais pas cuisinier, quoi, donc c'était à faire des petites choses. Et ça m'a amusé, mais là vraiment ça m'a vraiment amusé. Puis il m'a rappelé, et puis en fait pour finir à un moment donné dans ce rythme, je me suis retrouvé à y aller le vendredi soir, le samedi soir, et le dimanche midi, et plus pour faire la plonge. Alors il m'a appris à couper des homards, à faire des petites choses, mais j'étais toujours pas cuisinier, j'étais vraiment bête commis. Mais j'adorais ça, j'adorais l'atmosphère, les produits, le chef était gentil, il me faisait goûter des trucs et tout ça, enfin, c'était vraiment cool. Et puis un jour, comment ça s'est passé, je dis à mes parents, vous savez quoi, la compta, ça me saoule, je veux être cuisinier. Et là, mes parents m'ont dit, on n'a aucun souci, tu fais ce que tu veux, mais par contre, tu le fais bien. Donc voilà. Alors, il y a une autre histoire derrière ça, c'est que je suis allé à cursus normal, quoi. Je me suis dit, je vais m'inscrire dans une école d'hôtellerie. J'allais dans l'école d'hôtellerie de Spa. Et là, truc marrant, mais premier atelier de cuisine, le professeur, tout fier, veut faire dit premier atelier, je fais toujours du homard. Et ok, tout le monde, waouh. Et en fait, il sort une espèce de carotte de homard comme ça, un truc congelé avec de l'eau dedans, le homard est mort et moi j'éclate de rire quoi. J'éclate de rire en voyant le homard mort congelé comme ça. Et le professeur un peu hautain comme ça me fait qu'il y a un problème que vous rigolez. Gentiment je dis c'est pas du homard, c'est pas bon ça, enfin voilà quoi. Et tout de suite il me dit pour qui vous prenez-vous? Je dis je me prends pour personne, mais je dis tous les week-ends
je travaille, des homards, Étoilé. dans un restaurant étoilé, des homards bretons, j'en vois passer vraiment beaucoup et c'est pas le même produit. Qui me dit, ouais, vous êtes qu'un petit prétentieux, il m'envoie voir la direction. Et sur le chemin de la direction, je dis, c'est quoi? Ça, c'est pas pour moi, quoi. Franchement, c'est pas pour moi, ça va jamais, et je me dis, ça va jamais aller, et dans ma tête, je me dis déjà, fuck out. Donc je vais voir là. Vous avez pris une décision mais assez c'était vite. déjà, mais ça a été très très vite. Hein, donc, et j'arrive, j'explique à la direction, je dis, de toute façon, je dis, je ne viens plus. Demain, je ne viens plus. Et en le disant, je me dis, mais je vais me faire tuer par mon père, il va me dégommer, quoi. C'est, voilà. Du coup, la direction appelle ma mère vient me rechercher. Je dis, mais c'est bon, moi, je fais pas ça, c'est n'importe quoi. L'autre, je dis, c'est du poivre, on arrête, quoi, ça sert à rien. Donc, bizarrement, mon père m'engueule pas, ma mère m'engueule pas. Ils disent, t'as dit, tu veux te cuisiner, tu fais ce que tu veux, mais fais-le bien. Et à l'époque, enfin toujours maintenant, avait un peu de connaissance dans la restauration, dont la famille cardinale de Durbuy, on se renseigne un petit peu et tout le monde dit, bah, tu sais quoi, s'il est vraiment motivé, s'il veut vraiment faire, ce qu'il doit faire, c'est un apprentissage. Il refait un apprentissage, pas oublier que bah, y a tout le reste derrière et tout ça. J'ai quasiment fini mes études, donc du coup, je dis, bah, ok, on va voir. Et je me dis, bah, chez qui et je vais aller où? Et à l'époque, la référence, vraiment la référence wallonne, c'était Daniel Valigny, son restaurant c'était le Prémondat, Eurofamine, et c'était vraiment le gars, mais l'école de la rigueur, la discipline, et c'est vrai qu'il était vraiment dur. Et je me dis, bah, si je veux être bon, il faut aller chez le meilleur, quoi. Donc, c'était pas très très loin de chez moi, et ma mère m'y conduit, enfin, voilà, j'arrive, je vais me présenter, je dis bonjour, je voudrais bien faire un apprentissage. Et le gars, il me regarde, il fait non, non, moi je prends plus d'apprenti, j'ai que des problèmes, j'en veux plus. Terminé. Ça commençait bien. Ça dure 1 minute, quoi. Je dis, ça va être chaud, ça. Donc voilà, je suis dépité, je retourne sur le parking. Et avant de monter dans la voiture, je dis, maman, attends, je reviens. Donc, j'avais, enfin voilà, des idées un peu obstinées, donc je fais demi-tour, je vais le revoir et il me fait, je peux faire quoi? Je dis, voilà, je dis, moi je veux apprendre mon métier, je dis que ce soit un apprentissage, je m'en fous, et je dis, je ne veux pas de salaire, je ne demande rien, je m'en fous, je dis, je veux juste que vous m'appreniez à cuisiner. Et le gars il me dit, bah ça va, ok, tu commences cet après-midi. Donc, tu vois, démarche un peu différente, quoi. J'ai dit à ma mère, bah, tu sais quoi, tu vas me conduire, voilà, tu vas aller me chercher une petite tenue, truc, et j'arrive l'après-midi là-bas, et j'ai le souvenir, le gars me met dans le fond de la cuisine, c'était une cuisine, un couloir comme ça, tout étroit, il y avait une ambiance, mais c'était austère, quoi. Il me met dans le fond de la cuisine, il me dit, bah voilà, tu vas faire des petits oignons, et il m'amène, tu vois, les grosses caisses bleues de marché, là, comme ça, avec des petits oignons comme ça, et il commence à les empiler. C'était plus haut que moi, quoi. Et il me donne un petit couteau, il me dit, bah voilà, t'épluches tout, tu mets dans des seaux, les déchets c'est là. Et j'ai passé 2 jours à éplucher des petits oignons. J'avais les yeux comme ça, tu vois, comme dans le truc, dans le dessin animé, là, le truc, le loup, là, qui a les yeux qui sortent comme ça. Les doigts, mais je sentais plus mes doigts avec la lame du couteau qui venait. 2 jours, quoi. Éplucher les oignons, j'en pouvais plus. Je me dis, tu sais quoi, là, silence, quoi. Je me taisais et puis il me dit, bah ça va, t'as du caractère. Bah, donc c'est un test. C'était carrément un test. Enfin, quoique les oignons, il devait quand même les faire, il les avait pas achetés pour rire, quoi, mais voilà. Et bah, du coup, je suis resté 3 ans avec lui, belle formation et voilà. Donc une belle expérience, mais le début était assez compliqué. Donc voilà, de la comptabilité, comment j'ai démarré jusqu'à la restauration. La restauration, et puis j'ai fait d'autres maisons pour côtoyer d'autres chefs et voir d'autres univers, quoi. Et après, sur un coup de foudre, vous avez décidé d'ouvrir votre restaurant. L'ouverture du Coco au Champ, c'est en 2003. Ouais, c'est un demi-coup de tête, en fait. Bah, au final, c'est quand même un coup de tête et sans trop de réflexion. Parce que bah, Catherine, on avait ce feu de la jeunesse où en fait tu ne réfléchis pas et tu ne te poses pas de questions, de prendre des risques. Et c'est ça qui est très bien en fait. Hein. C'est ça qui fait que en fait, tu arrives, c'est pas toujours de vouloir tout calculer, de savoir qu'il y a des paramètres que tu ne maîtrises pas.
Après, bah, voilà, on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas de trucs, donc ça Mais calme, ça qu'est-ce que calme vous quand avez même le truc. décidé Et en gros, bah, je vois que j'ai fait tout mon parcours et puis un jour, je savais très bien que je voulais m'installer. Et un jour, j'ai un ami qui était négociant en vin qui me dit tu sais que le Coco Champ, je travaille comme chef dans un autre restaurant, il me dit tu sais que le Coco Champ et Albert Horrenbach aimerait bien revendre. Donc Albert avait ouvert en 1973 et était étoilé pendant des années. Moi, quand j'ai repris la maison, il avait perdu l'étoile depuis quelques années, mais enfin voilà, c'est un détail. Je dis, oui, tu sais, Olivier, super, mais je vois le Coco Champ. J'étais déjà venu manger ici. Alors oui, la maison, elle était vieillissante, mais voilà, il y avait des travaux à faire, mais voilà, il fallait redynamiser les choses. Et je dis, Olivier, mais je dis, moi, le bâtiment, je le vois, l'investissement qu'il y a à faire, je le vois. Je dis, si je vais voir une banque, j'ai pas de garantie, j'ai pas papa, maman qui vont arriver la avec, belle voiture? voilà, ouais, une auto, ça va pas, mais voilà. Mais, et donc, bah, je contacte les banques, et évidemment, carton rouge. Donc, je ne suis pas de refus, mais des demandes de garantie de malades mentaux. Donc, je dis, voilà, ça va être compliqué. Et puis je me suis obstiné, puis c'est passé, ça l'a fait, et voilà, donc on a ouvert en juin 2003, quoi. Donc, et puis bah, toute l'histoire qu'on connaît ou pas, avec bah, l'obtention du but gourmand chez Michelin après même pas 6 mois, l'obtention de l'étoile l'année d'après, puis c'était le titre de Grand Dame au Goemio, chef de l'année au Goemio. En fait, quand je reprends un peu derrière, bah, en fait, au final, bah, c'est sympa parce qu'on a tout eu. Je pense qu'on Ce a que vous tout eu dites. dans les palmarès. On a aussi, voilà, on pourrait avoir une deuxième étoile encore, mais avoir un petit point en plus au Goemio, un demi. Mais en fait, au final, bah, voilà, on a tout eu. Et ça fait surtout 22 ans qu'on est là. Et 22 ans que la croissance du restaurant continue. Donc voilà, et qu'on continue à évoluer, qu'on continue à progresser et que tout progresse. Je veux dire que ce soit dans le service, dans la cuisine, dans le cadre, dans le chiffre. Donc, comme je dis toujours, Tout. je redoute l'année où ça va peut-être à un moment donné descendre un peu. Et je pense que comme je la redoute, bah, en fait, je fais tout pour que ça Pour que... n'arrive pas. Donc voilà. Et vous tenez le restaurant avec votre épouse Mhm. Catherine, Oui. avec qui vous êtes déjà plus que 20 ans ensemble. Ouais. Donc, la petite histoire de votre rencontre. La petite histoire de notre rencontre, elle est marrante aussi parce qu'en en fait, on avait des amis en commun. Moi, je connaissais Catherine, elle est sinassienne. Et à l'époque, moi, je travaillais à la Vaux-Satane, j'habitais à Paille, donc Sines se trouve un petit peu entre les deux. Et je la connaissais de vue par nos amis en commun. Et honnêtement, je l'aimais pas. Je l'aimais pas, je la trouvais un peu prétentieuse. Enfin voilà. Nice. Et réciproquement, elle avait une image, ses copines et ses amis disaient ouais, c'est un gros péteux, et voilà. Après, c'est vrai que, Ça commence ouais, bien déjà. ouais, mais j'étais jeune, j'ai fait mes études à Saint-Servais, donc c'était un petit peu le style d'Oxeil, Bermuda, chemise Ralph Lauren, enfin voilà, mais jamais été péteux, je crois pas, du moins je crois pas. Et mais peut-être dans le style, et puis un peu liégeois, quoi. Tu vois, un peu, donc voilà, bon. Après, elle m'aimait pas, je m'en fous. En fait, moi je m'en foutais quoi, complètement et elle s'en foutait réciproquement. Et notre couple d'amis, donc moi c'est un de mes collègues, nous invite à Ostende, il y avait une caravane à faire un week-end au Bamboula et voilà. Et j'apprends que pendant ce week-end, elle sera là avec ses amis. Et j'étais moi, avec mon meilleur pote à l'époque, putain, je dis, là, on va se faire chier, mon pauvre. Et franchement, on est vraiment avec des pas rigolotes. Ça va pas être le feu, quoi. Enfin voilà, la veille au soir, je prends une patate, mais une mine mais phénoménale, quoi. Et c'est ma mère qui prend ma voiture, qui me conduit à la gare de Ciné avec mon pote. Et avant de partir, c'est des détails, je fais mes lacets, j'étais en Bermuda, en Timberland, en polo, je sais pas quoi. Je pète mon lacet, donc je vais vite dans la grange chez mes parents, je prends une corde à ballot, je transforme mon lacet, ma bottine avec une corde à ballot et je dis ouais c'est bon, de toute façon on est parti pour faire la fête. J'y vais comme ça, pas de lacet et c'est bon.
Et en fait, Catherine, c'est ce qui l'a flashé, c'est justement ce côté, elle se dit, ben, c'est pas possible que ce soit un péteux, avec des cordes à ballon à ses chaussures. Et puis dans le train, en fait, en discutant, je me dis, bon, en fait, elles sont pas si chiantes que ça, et puis voilà. Et sur le week-end, elle m'a mis un râteau, mais vraiment le râteau, quoi, le truc bien, quoi. Donc voilà, je continue à avoir, et puis en fait, pour finir, ça l'a fait, quoi. Donc voilà. Donc vous avez fait votre Ouais. demande en mariage à genoux avec la bague, Ouais, voilà, un grand classique. plus tard après, quoi. Ah, Donc, pas à Stone, pas tout de suite. non, non, non. Donc voilà. En 2020, pour un interview, vous avez dit qu'il y a encore beaucoup de choses que vous voudriez faire, mais que vous n'avez pas encore osé. Est-ce que depuis 2020 et cette interview, vous avez fait ce que vous voulez? Alors, oui, il y a des choses que j'ai fait. Puis il y a des choses qui n'ont plus spécialement été d'actualité parce que les choses changent, les choses avancent. Puis moi aussi, Ça change votre... mon identité est en permanente évolution. Mais en fait, si on reprend l'interview de 2020, on est en 2025, je vais dire la même chose maintenant. Je veux dire, il y a tellement de choses que je voudrais faire et que je n'ai pas encore fait ou que je n'ai pas osé. Et en fait, la réponse, elle est très facile. C'est que, je dis souvent, c'est que le jour où je serai satisfait de ce que je fais, Vous allez arrêter. j'arrête. Et qu'est-ce J'arrête. Alors, je suis sur la balle, mais mon épouse un jour m'a dit, mais tu te rends compte de ce que tu dis le jour où tu seras satisfait, t'arrêtes, c'est un peu, elle me dit, oui, c'est un peu prétentieux. Je dis non, c'est pas du tout prétentieux. C'est, en fait, ça me représente vraiment à 100%. C'est que je suis très content de ce qu'on fait, du chemin qu'on a fait, de ce qui est là, de ce qui est en place. Mais, et quand je dis je suis très content, je suis très content. Mais je ne suis pas satisfait. Je sais qu'on peut toujours aller plus loin, on peut toujours faire mieux, on peut toujours évoluer, on peut toujours progresser. Et ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de temps, c'est juste une question de détail, une question de volonté. C'est-à-dire on peut aller plus loin. Le diable est dans les détails. Et je crois que c'est une phrase que je dis 20 fois par an à mes cuisiniers. Je dis le diable est dans les détails. C'est les toutes petites choses qui vont faire la différence. C'est les 15 secondes de cuisson en moins, c'est les 2 grains de sel en plus qui vont changer. C'est la façon d'aborder un client, de l'accueillir déjà, ne fût-ce qu'au téléphone, quand on décroche, d'avoir un sourire dans la voix, que les gens se disent on est bienvenu ici, on est accueilli, on est reçu. C'est même pas on est accueilli, on est reçu, on est reçu. Je veux que les gens se disent ah, moi je suis à la maison. Quand j'arrive ici, on a parfois des clients qui arrivent qui sont un petit peu stressés. C'est normal, c'est normal. Ils sont stressés soit par une journée professionnelle compliquée ou parce qu'il y a un rendez-vous d'affaires un peu tendu ou quoi, ou simplement parce que c'est la première fois qu'ils passent la porte d'un restaurant étoilé. Et donc, il faut tenir. il y a un petit peu ce stress comme ça, on le voit, hein, et voilà. Et en fait, nous, notre travail, c'est de juste dire, vous savez quoi, on ne leur dit pas, mais on les prend par la main, on les installe, et puis il faut que la magie opère. Et le mieux, c'est quand le client, en très peu de temps, on voit qu'à table, il se détend, il se laisse un petit peu aller, et puis voilà, et puis ça commence à rigoler, et là c'est super, on a gagné quoi. C'est le restaurant, enfin, en tout cas le Coconchamp, c'est pas qu'un restaurant, c'est une expérience globale, et l'expérience globale, elle commence au moment de la réservation jusqu'au moment où le client s'en va. L'expérience globale passe par l'accueil, par la cuisine, par plein de petites choses, mais et c'est pour ça que je dis, je ne suis pas satisfait, je suis content, mais je ne suis pas satisfait parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'on peut améliorer, qu'on peut faire évoluer. Je me rends compte aussi que parfois il y a des choses qu'on ne fait pas bien. Donc voilà, et c'est important de se rendre compte de ça. Je crois qu'il faut pouvoir s'auto-évaluer, c'est important. Pouvoir se dire, bah, là en fait, on n'est pas bon. Là, on n'est pas bon. Alors il y a 2 possibilités. C'est soit on grandit, on fait évoluer les choses, mais quand on se rend compte qu'on n'est pas bon, bah, il faut essayer de faire évoluer rapidement. Ou soit il faut complètement faire, il faut masquer, il faut oublier, il faut supprimer. Moi, il y a des choses où je sais que je suis mauvais, hein, vraiment, des trucs, mais c'est pas grave. Par contre, c'est évidemment ce que je ne vais pas mettre en avant, quoi. Voilà. Donc, je vais essayer d'effacer le défaut pour pouvoir mettre en avant les qualités. Mais vraiment pour arriver sur ce fait, de revenir sur ce fait de le jour où je suis satisfait, j'arrête, bah oui, parce que si un jour
je me dis, bah ouais, tout est nickel, super bien, ouais, je suis content, c'est bon. Tu vois, le truc de dire, ouais, c'est bon, bah non, non, c'est jamais bon. Donc ça veut dire que si un jour je me dis, c'est bon, bah c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Alors, je ne changerai pas de métier, parce que c'est mon métier, c'est ce que je sais faire et c'est ce que j'aime faire. Mais je le ferai différemment. On fera peut-être un bistrot. C'est pas encore arrivé parce que le matin, quand je me lève, je suis patate. J'ai 47 ans et en fait, je me sens encore jeune. Il y a des fois, je me dis, c'est quand que tu grandis et c'est quand que... Le nombre de fois où je me dis, et quand est-ce qu'on devient adulte? Et ça, moi, j'y suis pas encore. Je me dis, quand est-ce que le moment où on devient adulte, tu vois, où tu as l'impression que tous les paramètres sont bien mis et que tu es mature dans Oui. tout. Et voilà, moi, je peux avoir encore des coups de folie, quoi, tu vois, des trucs, dire, on va faire ça. Et, voilà. Et puis sans réfléchir, avec l'insouciance d'un gamin. Et je trouve ça, en fait, je trouve ça super marrant. Et je pense que ça fait aussi partie de la globalité d'une réussite, c'est d'avoir cette insouciance, d'avoir le fait de dire, Savoir oser. ouais, ben c'est ça. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser. Et il ne faut pas vouloir tout contrôler, il ne faut pas vouloir tout maîtriser. Il faut juste accepter parfois se planter. Voilà. Et accepter la critique. Voilà. Ça, c'est super important dans le monde actuel, c'est accepter la critique. Et surtout, je dis souvent déjà, ne pas vouloir plaire à tout le monde. Alors, si je pouvais plaire à tout le monde, ce serait fantastique, ce serait merveilleux, mais c'est impossible. Ça n'existe pas. Mais c'est impossible parce que voilà, j'ai une identité qui est marquée. Alors il y a des gens qui adorent le cocochon, qui adorent ma cuisine. Et par contre, il y a des gens qui détestent. Pour des raisons X, Y, mais c'est pas grave, moi je les respecte, c'est pas un souci quoi. Mais je ne veux pas perdre mon identité et je pense que je ne veux pas plaire à tout le monde non plus. Et c'est pas négatif ce que je dis. Parce que si je veux plaire à tout le monde, je vais perdre cette identité. Oui. Donc, s'il y a un truc auquel je tiens, c'est cette identité qui est très marquée, autant dans l'atmosphère que dans le cadre et que dans la cuisine. Et qu'est-ce qui est plus important pour un chef, d'avoir les compétences techniques ou d'avoir cet esprit, pouvoir oser, pouvoir se projeter, avoir cette vision plus longue que quelques mois ou quelques semaines et savoir qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, les compétences techniques, oui, elles sont importantes, c'est clair, mais ça représente une petite partie du métier de chef. Alors il y a aussi une grosse différence entre un chef de cuisine et un chef de cuisine chez lui. Donc je veux dire, oui, moi je suis chef de cuisine, j'ai toute la part de créativité, de dynamisme des équipes, mais la grosse différence c'est que je suis chez moi aussi. Donc il y a toute cette part de gestion aussi qui font partie. Donc c'est encore une autre casquette. Mais je pense que la compétence technique, elle est vraiment importante, mais la compétence à l'heure actuelle la plus importante au niveau de la technicité, c'est l'humain, c'est de s'entourer des bonnes personnes et des bons esprits et de ne pas chercher la gloriole. Je m'en fous qu'on me dise, je m'en fous de la gloriole. Enfin, franchement, si c'est bien, c'est flatteur. Mais par contre, j'adore quand on me dit oh, votre sommelière, elle est tellement pétillante, elle est tellement gentille. Oh, Laquelle? Simon, ben On voilà, n'a pas encore vu. la petite bouclée, tu l'as vu. Voilà, et ça j'adore ça. En fait, s'engager de personnes qui sont plus fortes que soi, c'est l'idéal. C'est plat à dire, c'est pas, mais c'est. En fait, il faut, en tant que chef, il faut aussi ravaler son orgueil personnel. Parce que c'est un métier très très orgueilleux, la chef. Ouais. Très très orgueilleux. Et franchement, je pense que je ne le suis pas. Je pense que je ne le suis pas. Et souvent, on me dit, par exemple, et si vous aviez une deuxième étoile? Alors oui, je dis, bah super, ouais, c'est vrai, la presse en parle beaucoup, les clients en parlent beaucoup, mais ça ne vient pas. Pourquoi? J'en sais rien, c'est pas grave. Si, voilà, si ça vient un jour, super. Si ça vient pas, c'est pas très grave. Ça va pas, c'est pas mon objectif de vie premier. Mon objectif premier de vie, c'est de m'aboutir humainement, d'avoir une entreprise et un restaurant qui fonctionne et des clients qui sont plus que satisfaits. Par contre, où ça me ferait vraiment plaisir, c'est pour l'équipe.
Parce que j'ai des gars qui sont avec moi depuis 7 ans, 8 ans, pour 5 ans et tout ça. Et ça, je me dis que c'est tellement un merveilleux cadeau pour eux de... Avoir deuxième étoile, Mais évidemment, parce qu'en fait, c'est aussi pour eux. Hein. C'est pas... ça change leur... ici, voilà, je fais pas tout seul. Hein. C'est comme... C'est compliqué vu votre je établissement. je pourrais pas, et puis ce serait pas bon. Ce serait pas bon parce qu'il y a plein d'autres choses à faire. Et puis, quand on est la tête dans le guidon tout le temps, ben, à un moment donné, la créativité, elle s'épuise. Et ça, la machine créative, ben, en fait, c'est moi, c'est parce que c'est mon identité. Et en gros, comme je dis, moi, je suis la locomotive, quoi. Je suis la locomotive. Je suis le bouche-trou aussi. Je suis, bah, si quelque chose, s'il faut quelque chose, un jour, je suis le plombier, et encore pas que, parce que je suis mauvais bricoleur, donc il ne faut pas que ça me comprenne pas. Mais voilà, donc en fait, oui, je suis le tournant. Moi. Je peux être au bureau, en cuisine, enfin voilà. Et je crois que c'est le rôle d'un chef d'entreprise. Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de dynamiser ses équipes, de tirer ses équipes et surtout, les motiver et primordial de les remercier. Quand ils font bien, c'est important de dire. Ça n'a jamais tué personne de dire merci et de dire c'est bien. Les paroles, c'est super rare aux entreprises. Dès qu'en tant qu'employé, quelqu'un qui te dit merci, on ne les voit quasi jamais, en tout cas par rapport à mon expérience. Après, les gars, ils se disent qu'ils ne gardent pas leur personnel et puis que c'est dur de trouver du personnel. Ben ouais, moi, j'ai pas de problème, j'ai pas de souci pour recruter. J'ai des personnes qui restent très longtemps. Ben dire merci, c'est merci les gars, super. Enfin, quand il y a un anniversaire ou quoi, offrir une petite coupe de champagne ou faire un petit cadeau de temps en temps. Enfin voilà, je trouve que voilà, chaque année, on fait une super table, un super resto avec toute l'équipe, mais vraiment une très très belle table. Fête du personnel. Ouais, mais en dehors de Coco Chanel. On fait une super table et en fait. Bah, j'essaye de savoir, je me renseigne de savoir quelle super table ils aimeraient bien faire parce qu'en fait c'est pas pour moi, j'ai envie de leur faire plaisir, donc ça c'est important, de remercier et c'est important qu'ils sachent qu'on est content d'eux. Par contre, quand on n'est pas content, c'est important qu'ils sachent aussi. Voilà. Je pense qu'ils le sentent tout de suite. Oui, mais clairement, mais à partir du moment où ça va dans un sens, ça peut aller dans l'autre aussi. De dire, ben voilà, mais il ne faut pas crier, ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien de crier. Hein. C'est de dire gentiment, ben là mon gars, t'as merdé, ou gentiment, ben, je te l'ai déjà dit 2 fois, je t'ai fait la remarque 2 fois, j'aimerais juste bien que ça n'arrive pas une 3e fois. T'es pas débile, t'es pas con, t'es quelqu'un d'intelligent, t'es pas fainéant, donc tu vas faire bien. Oui, et en l'amenant de façon polie, gentille et respectueuse, bah, ça fonctionne. Après, si ça ne fonctionne pas, bah, voilà, il faut prendre d'autres décisions. Quoi. Et ça, c'est là que le travail de chef d'entreprise intervient. Donc, voilà. J'ai une autre question. Imaginons si vous avez la chance de rencontrer aujourd'hui le petit chef Christophe Poli qui juste commence son parcours. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Quel conseil vous allez lui donner? Un milliard de choses. Une chose, la plus importante. Ose. Tout court. Ouais, ose. C'est la première chose que je dirais. Et ose. Ose marquer directement une identité. Faut pas être sur la réserve. Faut oser quand on est jeune. En fait, qu'est-ce qu'on risque? Au final, le jeune qui ose, qui fait quelque chose, qui entreprend, en fait, il a tout à gagner. Il faut être un petit peu malin, il faut un petit peu réfléchir. C'est pas oser à faire des choses débiles, mais c'est oser à marquer directement une identité. Ne pas faire ce qui se fait ailleurs. Et pour ne pas faire ce qui se fait ailleurs, ben en fait, ça doit venir des tripes, quoi. C'est la cuisine, l'idée, tout ça, il doit y avoir une identité marquée et uniforme. Et quand je dis marquée et uniforme, c'est très important. Il ne faut pas avoir une cuisine qui est un petit peu brute ou assez puriste et grave, je vais dire, un peu dans ouais, je ne vais pas dire simple, un peu d'une cuisine qui est un peu dans la brutalité, avoir un service qui est hyper prétentieux et hyper empoulé. Non, ben, ça ne marche pas. Mais à partir du moment où l'identité est honnête, donc on ne fait pas semblant, qu'on ne triche pas, ben en fait tout se fait uniformément. Moi je fais une cuisine qui est la cuisine que j'ai envie de manger,
parce que c'est comme ça que je conçois mes plats. Je me dis, bah, d'abord, je sélectionne les produits en fonction de la saisonnalité. Puis je me dis, bah, moi, d'abord, je sale les produits. Je me dis, comment est-ce que je vais les travailler, de quelle façon je vais les travailler, comment les cuire. Ça, c'est la technicité qui intervient. Donc, on part toujours du produit, de la technique. Et puis, de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de manger maintenant? Moi, je serai client, je vais ici, bah, qu'est-ce que je veux manger? Donc, en fait, l'identité, bah, elle vient du plus profond de moi, parce qu'en fait, c'est juste l'assiette, c'est moi. C'est ce que je veux, ce que je veux faire passer, ce que j'ai envie de manger. Donc ça, je ne sais pas faire semblant. Et au niveau de l'atmosphère et du service, bah, en fait, là, c'est pas moi qui fais le service, mais en fait, eux ressentent comment je suis. Et voilà, on n'a pas un service en poulet. J'adore quand j'ai quelqu'un de salle, de l'équipe de salle. Après, la cuisine est complètement ouverte et ça a été volontaire de ne pas avoir cette rupture salle-cuisine. On a été les premiers à enlever le nappage, mais c'était aussi quelque chose qui me correspondait. Je suis né ici, j'ai couru dans les bois, les arbres pour faire les tables. Je suis allé les sélectionner avec le menuisier. Donc voilà, il y a un sens. Et je disais, j'adore quand j'entends une équipe de salle ou quelqu'un de la salle qui discute avec des clients et puis qui éclate de rire, quoi. Au début, je me dis, oh, pardon, chef, je dis, mais non, juste continuer, c'est merveilleux, je trouve ça fantastique, quoi. Je trouve ça fantastique d'entendre son équipe qui rit. Et ça, c'est vraiment important. Et dans bien grand nombre de restaurants étoilés, on va dire, attention, faut faire attention. Voilà. Alors c'est très bien d'aller replier la serviette quand le client se lève. Hein. C'est que là, ça fait partie des codes de bienveillance. Mais la meilleure bienveillance et le plus beau des services, bah, en fait, c'est l'empathie, c'est d'avoir des gens qui ont la banane et qui ont envie. C'est pas des serveurs, quoi. Si c'est des serveurs, il faut aller travailler, je veux dire, je sais pas, chez Quick ou dans un truc de merde où ils font que porter des assiettes et déposer. Oui, ça c'est des serveurs. Ici, c'est pas des serveurs. C'est autre chose, quoi. C'est autre chose qui font partie de l'expérience globale. Et surtout, moi, je peux faire la cuisine que je veux. S'ils font leur truc comme voilà, de façon pas politique, bah, déjà ça va gâcher le truc. Mais surtout, bah, en fait, eux, c'est la voix des mains des cuisiniers, quoi. Voilà, c'est eux qui racontent le travail de Cédric, c'est eux qui racontent mon travail et voilà. Donc, le conseil principal, ce sera ose. Ose, ouais, c'est clair. Et l'inverse, si on prend la vision sur votre carrière, quelle décision elle était plus dure pendant 22 années d'ouverture de Coco Champ? J'ai pas de décision dure. J'ai pas de décision dure parce qu'en fait, j'étais toujours convaincu des choix qu'on faisait. Donc, à partir du moment où on est convaincu des choix qu'on fait, alors il y a de la réflexion. Tout à fait. J'ai pas l'impression qu'on a fait vraiment des grosses erreurs dans une décision importante. Le plus dur, je parle pour moi, vraiment pour moi, j'ai peut-être très jeune, en commençant, mis beaucoup trop de pression. Beaucoup trop de pression parce que moi je vivais mon rêve de gosse d'ouvrir un restaurant. J'avais des objectifs peut-être démesurés, hein, mais qui se sont quand même réalisés. Donc l'obtention d'une étoile Michelin aussi jeune, ce n'était jamais arrivé. Jamais arrivé. Donc voilà. Mais voilà, j'avais des objectifs démesurés, mais qui se sont réalisés. Donc voilà, c'est comme un fou. Voilà, je comptais rien, je calculais pas. Et voilà, c'était objectif. Mais je pense que jeune, j'ai mis trop de pression. J'ai mis beaucoup trop de pression à Catherine, mon épouse, mais beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop. C'est vraiment ça, c'est un vrai regret. Et aux cuisiniers qui m'entouraient à cette époque-là aussi. Vous savez, il y a un moment donné où j'étais jeune, t'es jeune, t'es con en fait. Hein. Je gardais personne en cuisine. Je gardais personne, tout le monde s'en allait après 6 mois, 1 an. Et en fait, t'es jeune, t'es con, t'es dans l'objectif, allez, on y va. Et en fait, je me disais toujours, ouais, c'est des feignants, c'est des cons, hein, plus jusqu'au jour. Et quand Charlie est né, là, il y a eu un truc, il y a eu un switch, quoi, vraiment. Je me suis dit, bah ouais, ok, c'est bien les objectifs, c'est bien le restaurant, c'est bien le machin, mais là, t'as un tout petit bonhomme qui, lui, il demande rien. Il a rien demandé, il a juste demandé à avoir un papa, une maman, et voilà, et d'être heureux. Et en fait,
ça change les vies. Mais du jour au lendemain, moi, ça vrillait en me disant, mais il y a quand même beaucoup plus important que le pétale de fleurs ou que le bras de ciboulette soit mis comme ça ou comme ça. Et moi, c'était à ce point-là. Hein. Autant que ça. J'étais affreux. Franchement, j'étais affreux. Mais clairement, hein, j'étais affreux, mais je sortais de maison comme ça où c'était tellement carré, rigoureux. Je prends l'exemple, et c'est mon ancien second Jean qui l'expliquait aux autres cuisiniers. J'avais oublié ça, et c'est là que je me dis, mais t'as pu être odieux et affreux. Il avait mal essuyé l'évier de la cuisine, donc il restait des gouttes dedans. Je rappelais en disant, Jean, tu ramènes ta fraise, c'est mal lavé, quoi. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça, quoi? Quel manque de... honnêtement, mais quel manque d'empathie. Et c'était pas un manque de respect, c'était en fait parce que moi j'avais été formé comme ça. C'est ce que je connaissais. C'est ce que je connaissais, c'était comme ça. C'était l'école de la rigueur et voilà. Discipline, De la discipline. Et armée à la cuisine. Et en fait, c'est nul, quoi. C'est nul parce que toute personne qui est ici, je trouve maintenant, peut amener quelque chose. Alors, oui, j'ai ma cuisine, ma créativité, mes idées. Il y a un curseur en dessous duquel on ne peut pas descendre. Parce que si tout le monde commence à faire comme il veut, à un moment donné, c'est une espèce de cacophonie, une grosse foire, ça c'est clair. Mais je pense que tout le monde, hein, vraiment, est capable d'amener quelque chose de positif et de constructif. Et pour qu'il puisse amener des choses qui sont positives et constructives, il faut déjà, première chose, se dire qu'on n'est pas le seul à avoir la bonne idée. Deuxième chose, se dire qu'on peut avoir tort. Ça, c'est important. C'est vraiment compliqué important. d'accepter. Non, c'est pas compliqué de te dire, vrai. je me suis planté ou non, en fait, c'était pas une bonne idée. Voilà, c'est tout. Et accepter, et surtout, mais ça, moi, je trouve ça, en fait, je suis dans la phase où je trouve ça génial, c'est que d'avoir des jeunes qui, en fait, c'est quand même aussi le futur, ont des meilleures idées que vous. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que, en fait, c'est comme ça qu'on évolue. C'est pas, j'ai 47 ans, je suis pas fossile, mais si à un moment donné, on ne laisse pas faire les jeunes, on ne les laisse pas s'exprimer et se développer, en fait, dans 20 ans, je fais toujours la cuisine de maintenant. Il faut écouter, quoi. Écouter, et puis surtout, essayer de ressentir le ressenti. De se dire, Pour ça, voilà. il faut être attentif. Faut pas se la péter, c'est tout. C'est plus facile comme la réponse. Ouais. Ça marche. Ma dernière plus grande question par rapport à votre fils. Il fait les études comme avocat. Ouais, fait le droit. Le droit, est-ce que comme papa qui a eu un grand succès dans la restauration, vous n'avez jamais eu cette idée de lui apprendre à cuisiner et peut-être Le transmettre? transmettre, eh ben non, jamais. Jamais. Je vais commencer déjà dans une chose. Moi, je suis fils d'indépendant aussi. Mon père avait un garage. Je déteste ça. Mais quand je déteste ça, je trouve que ça pue. J'aime bien les voitures, mais voilà. Mais moi, c'était ma punition si je travaillais mal ou si je faisais quelque chose de pas bien, c'était d'aller au garage, quoi. Donc d'aller donner un coup de main et de travailler au garage. C'était vraiment une punition. À ce niveau-là. Je détestais. J'ai eu la chance d'avoir une éducation où, comme je disais tantôt, on m'a dit fais ce que tu veux, mais tu le fais bien. Donc L'esprit ça, ouvert. c'est juste parfait. Et oui, j'ai un gamin qui a 20 ans, qui fait le droit, qui va peut-être faire un métier qui est complètement différent du monde du droit ou quoi. Le seul truc, c'est que tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il fasse quelque chose qui le passionne. Alors, comme je dis souvent à j'ai à des jeunes, quand on me demande si le premier objectif de vie quand on est jeune, c'est de se dire je veux gagner de l'argent, ça c'est ce que je dis toujours, et chaque fois j'ai raison, c'est tête dans le mur. Mais d'office, hein, c'est toutes les personnes et tous les entrepreneurs qui démarrent une activité en se disant je le fais pour gagner de l'argent, c'est mort. C'est d'office parce que en fait l'objectif est mauvais. À partir du moment où on est jeune, on et on se dit je fais un truc parce que je suis passionné, parce que j'aime et parce que voilà,
Et ben là, il y a 99 chances sur 100 qu'à un moment donné, je veux dire, la récompense arrive parce qu'on va développer les choses par passion et par envie. Mais par contre, il faut savoir qu'à un moment donné, on va peut-être sucer les cailloux, quoi. Moi, ce qui est arrivé, il y a des moments, moi j'ai eu des semaines où je me dis, ben, ça va jamais, ça va pas être possible, on va devoir fermer, quoi. Et j'ai passé des nuits parfois où je me prenais vraiment le cerveau en me disant comment on va faire, quoi, les charges, les trucs, et puis surtout se dire que c'est jamais gagné. C'est pas parce que ça fait 22 ans que le coco est là que on est sur du bord et que ça va rouler. On peut toujours se péter la gueule et puis ça peut toujours partir en toupie quand on se dit que c'est bon, quoi. Donc pour en revenir à Charlie, moi tout ce qui m'intéresse c'est qu'il fasse quelque chose qui le passionne. Peu importe ce qu'il fait. Il fait des études de droit. Si demain il me dit j'en ai marre du droit, je veux être menuisier, ben oui, sois menuisier, mais fais-le bien, fais un truc, fais juste le truc qui te passionne. Après voilà, ces études de droit ont l'avantage que ça lui ouvrira des portes pour plein de choses. Il aime le monde de la restauration, mais pas le monde de la restauration gastronomique étoilée comme ici. C'est pas du tout son truc, quoi. Ah non, mais vraiment pas. Charlie, son restaurant préféré, c'est chez Thierry, c'est le bistrot d'en face. Voilà, moi je me souviens tout petit, un jour, on lui dit ah, et t'adores la cuisine de ton papa et tout ça. Et non, c'est pas comme ça, on fait plus petit là, et 13-14 ans, quoi, donc c'est pas si petit que ça. On fait, oui, c'est qui ton chef préféré et il fait ah, moi c'est Joël Robuchon. Il avait été 2 fois chez Robuchon et il avait bien aimé. Et je sais plus qui lui pose ça, je me demande si c'est pas un journaliste qui dit ah, et c'est pas ton papa? Donc le truc, on attend que oui, mon papa. Et il regarde, je fais, c'est fou, quoi, sa cuisine c'est full légumes. Donc voilà, c'est pas. Au minimum, c'était honnête. Oui, mais clair, Charlie, il aime manger, il est gourmand, il aime ça vivant et il adore faire la fête et ça. Mais ce genre de resto, quand aussi je fais avec Catherine ou quoi, on reste une belle table et toi tu viens avec. Non, ça m'intéresse. Il vient de temps en temps manger ici, mais c'est parce qu'il vient, c'est avec des potes ou quoi, c'est pour le moment. C'est pour le moment, mais ça le fait pas frémir. Et comme je dis, il va par contre adorer aller au bistrot d'en face et boire de caquet, un canon de rouge, et c'est une atmosphère dans laquelle il se sent bien. Et je trouve ça normal à son âge. C'est tout à fait normal à son âge. C'est pas voilà. Donc voilà. Alors, il fait à manger, il cuisine et franchement pas mal. Comme il dit en rigolant, la pomme ne tombe jamais fort loin de l'arbre. Mais il ne veut pas faire ce métier-ci. Puis surtout, c'est que Charlie, il a connu, on voit maintenant, et Charlie, il a connu avant, où je me levais à pas d'heure, j'allais dormir à pas d'heure. Et donc, il a tout vu. Et c'est marrant parce qu'il disait l'autre jour, il me dit, quand j'étais petit, Catherine travaillait ici en bas, moi j'étais ici en bas, donc il a été beaucoup tout seul. Son gardien, lui, c'était le chien, quoi. Donc, il disait l'autre jour, et c'est vraiment marrant, il dit, quand j'étais en haut, je savais dire, en fonction du bruit tout petit, hein, tout petit, il dit, je savais dire où ça en était dans le service. Si c'était les desserts, en fait, il dit, je savais quand les desserts et c'était le moment des desserts par rapport au bruit, et il dit je savais qu'une fois que c'était les desserts, il n'y avait plus longtemps à attendre avant que tu montes ou que maman monte, quoi. Donc voilà, donc il en a, je pense qu'il en a aussi un peu souffert de sa vie, avec les avantages et les inconvénients, peu importe, mais il s'est quand même retrouvé beaucoup tout seul, ce qui fait que c'est un gamin qui est très indépendant, qui n'a pas besoin de grand monde, quoi, mais voilà, mais je pense pas que c'est pas du tout son objectif, quoi. Donc voilà. Super. Je vous pose la question assez courte, vous pouvez répondre aussi courte. Si vous étiez un produit, vous serez quoi? Une huître. Oui, pourquoi? C'est sexy. Non, c'est vrai. Parce que ça reste un des produits que je préfère. J'adore ça. J'adore ça pour tout ce que ça présente, leur côté charnel, la fraîcheur, même le produit, moi je trouve ça un peu mystérieux, quoi. Et puis surtout c'est qu'il y a tellement de variétés, j'adore ça. S'il y a un produit qu'on ne peut pas m'enlever, c'est l'huître. J'en travaille pas tout le temps parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que
les clients ne sont pas tous fans des huîtres, mais ce serait moi, je veux dire, voilà, j'adore ça, j'adore touche d'huître dans un plat, ça amène, c'est magique en fait, tant en termes de fraîcheur que d'iode, de goût. Voilà, donc si j'étais un produit, je serais une huître. Ok. Quel est le sens de la vie pour le chef Christophe Pauly? S'aboutir humainement avant professionnellement. Parce que je pense que quand on est humainement abouti, en fait la boucle est bouclée, quoi. Donc peu importe ce qui se passe avant, après, à côté, au niveau financier, au niveau professionnel, peu importe. Si humainement je me dis je suis bien, je me suis abouti et j'ai fait ce que je voulais faire de ma vie, la messe est dite, comme on dit. Super. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions. Merci pour Merci aussi. cette conversation, pour votre honnêteté. J'ai eu beaucoup de plaisir de parler. Non, pareil, et j'espère c'était que... sympa. Merci bien.